Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur l'enquête autour de la disparition de Delphine Jubilard. Dans l'épisode précédent, Patrick Hisson, journaliste RTL à Toulouse, nous a raconté la genèse de cette affaire, des premiers jours de la disparition de cette infirmière à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, aux soupçons envers Cédric, son mari. En juin 2021, celui-ci a été mis en examen, incarcéré, et à ce jour, malgré ses nombreuses demandes de remise en liberté, Cédric Jubilard reste en détention. Dans ce second épisode, La Voix du crime, c'est Patrick Tégéraud, également correspondant de RTL à Toulouse. Il suit l'enquête autour de la disparition de Delphine et ses nombreux rebondissements. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour Agnès Bonfillon. Donc le 16 juin 2021, Cédric Jubilard est placé en garde à vue. Est-ce que vous saviez qu'il allait être arrêté ? Pour tout vous dire, ça faisait bien 3 semaines qu'on s'y attendait. Le problème, c'est qu'on savait pas quand ça allait arriver. Et je crois que j'ai fait le plus beau ratage professionnel de ma carrière ce jour-là, puisque sur le coup de 5h30 du matin, j'étais aux alentours de la maison de Cédric Jubilard. J'attendais avec impatience dans le froid l'arrivée des gendarmes qui ne sont jamais arrivés. J'ai vu partir Cédric Jubilard au travail en fin de matinée au volant d'une voiture, et j'ai perdu sa trace parce qu'il m'a semé, il m'a repéré. Et je suis rentré à Toulouse, et 1 heure après, j'ai appris qu'il venait de se faire arrêter sur son lieu de travail par les gendarmes et qu'il avait été emmené. Très vite, ça s'est su, et on s'est retrouvé à plusieurs confrères devant le portail lugubre et fermé de cette gendarmerie flambant neuve au milieu du Gaillacois, dans une belle région viticole. Ce jour-là, vous rencontrez aussi Séverine, Patrick, la nouvelle compagne de Cédric. Oui, c'est à l'issue de la garde à vue, quand on cherche un petit peu à savoir ce qui a pu se dire, se faire, on apprend que cette nouvelle compagne qu'il a été très brièvement, seulement 2 mois, entre avril et juin, les 2 mois qui ont précédé justement l'interpellation de Cédric Jubilard. Et donc je rencontre d'abord la compagne du fils de Séverine, qui est un peu affolée, qui me dit qu'elle n'a pas de nouvelles de Séverine, qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Ensuite, elle me présente le fils de Séverine, un garçon sympathique, qui lui aussi est très étonné, s'attendait pas à ce que sa maman soit impliquée dans cette affaire, parce qu'en fait, Séverine a été entendue également pendant cette période de la garde à vue de Cédric Jubilard. Elle a été entendue en tant que témoin, et je vois enfin Séverine arriver, totalement bouleversée, très tendue. C'est la première fois que je la rencontre. Elle est très très angoissée. Elle me dit qu'elle a été entendue par les gendarmes, qu'elle ne peut absolument pas, bien sûr, me confier quoi que ce soit, qu'elle ne peut absolument pas parler au micro. Et quelque part, elle me donne l'impression de douter un petit peu de l'innocence de Cédric par le peu de mots qu'elle emploie, parce qu'elle a passé plusieurs heures avec les enquêteurs qui ont essayé de lui faire dire des choses, d'essayer de trouver des failles dans son comportement ou des incongruités. Voilà, ils ont cherché à obtenir des informations de Séverine. A priori, elle n'a pas pu leur dire grand-chose, mais du coup, elle s'est mise à douter. Et si c'était lui le coupable ? Et au-delà de Séverine, sa compagne, vous contactez les proches de Cédric et de Delphine ? Alors c'est difficile parce que sont en garde à vue également la mère de Cédric et le beau-père de Cédric, en tout cas le compagnon de sa mère, qui sont également entendus par les gendarmes. Après, le reste de la famille est extrêmement discret depuis le début. Toute la famille de Delphine se garde bien d'intervenir dans la presse, de faire des déclarations aux journalistes. Ce sont des gens extrêmement discrets. Donc à ce titre-là, on peut tenter de les solliciter, on tente de les solliciter sans trop se faire d'illusions, et personne ne réagit et nous confie le moindre sentiment quant à cette garde à vue. Mais Patrick, qu'est-ce que vous savez de l'enquête à ce moment-là ? Écoutez, on ne sait pas grand-chose de l'enquête parce que le parquet de Toulouse ne communique absolument pas. Les avocats n'ont aucune pièce à leur disposition. Les gendarmes sont excessivement discrets et méfiants. Donc cette enquête, on se dit qu'elle se déroule comme toutes les enquêtes de disparition. J'étais présent lorsque l'IRCGN, c'est-à-dire les super gendarmes scientifiques descendus de la région parisienne, ont passé au peigne fin
la maison de Cédric Jubilard et ses abords directs, avec du matériel dernier cri, comme par exemple des espèces de radars qui permettent de sonder les murs pour vérifier qu'il n'y a pas une cavité. Les murs comme les dalles en béton. Donc si le corps de Delphine avait été caché dans la maison, il aurait été retrouvé. Ils ont utilisé également le fameux Blue Star qui est systématiquement utilisé. Vous savez, c'est un système d'éclairage très particulier qui permet de révéler des taches de sang même quand elles ont été lavées. Eh bien, il s'avère que les gendarmes n'ont absolument rien trouvé également de ce côté-là. Alors évidemment, à l'époque de la disparition de Delphine, on a beaucoup parlé de l'affaire Daval, mais dans la région de Toulouse, ça en rappelle une autre, celle de Jacques Viguier. Racontez-nous, c'est quoi cette affaire, Patrick ? Écoutez, il y a beaucoup de similitudes. Il s'agit de la disparition d'une femme, Suzy Viguier, elle avait 38 ans, elle disparaît le 27 février 2000, elle a 3 enfants, et elle disparaît sans laisser la moindre trace dans la nuit. Voilà. Et son mari, Jacques Viguier, est professeur de droit à Toulouse, il est très rapidement suspecté. Cette femme a aussi un amant qui lui essaye de provoquer l'enquête, de faire en sorte que des recherches soient faites. C'est lui qui encourage le mari à aller porter plainte et signaler la disparition de sa femme. Il le fait 3 jours après. Il n'est pas très inquiet. Il sait qu'elle est un peu volage, que voilà, il s'était pas vraiment inquiété lui. Et il devient le principal suspect parce que c'est aussi, comme Cédric Jubilard, quelqu'un qui a un comportement assez irrationnel, assez surprenant, beaucoup de distance par rapport à la disparition de sa femme, comme Cédric Jubilard peut en avoir par rapport à la sienne. Il ne manifeste pas beaucoup d'émotions. Il se permet parfois des traits d'humour qui sont totalement incongrus. Et ce monsieur Jacques Viguier est donc mis en examen, placé en détention pendant plus de 8 mois, pour être innocenté par 2 fois aux assises. Le parquet ayant fait appel du premier jugement qui innocentait Jacques Viguier, eh bien il est jugé une 2e fois et acquitté une 2e fois. Et qu'est-ce que ça change pour vous de faire ce rapprochement avec l'affaire Viguier ? Cette affaire, je l'ai suivie, j'ai suivi les procès en particulier très longuement et j'ai appris à douter de beaucoup de choses. Donc en effet, dans le cas de Suzy Viguier, on n'a pas de corps. On a un mobile qui est un peu semblable à celui du Jubilard, c'est-à-dire la séparation. Les 2 couples étaient en instance de divorce. Delphine Jubilard avait rendez-vous chez un avocat pour préparer son divorce. Suzy Viguier l'avait fait quelques jours avant sa disparition. Bref, il y a tellement de choses qui se ressemblent qu'on se dit, oula, méfiance, méfions-nous. Il y a vraiment un moment important dans toute cette affaire, Patrick, c'est cette conférence de presse du procureur Dominique Alzehari. Conférence de presse qui a duré un peu plus d'1 heure, ce qui est assez important tout de même, puisqu'on a posé très peu de questions. Donc il y a presque eu 1 heure de monologue de la part du procureur de la République, qui était accompagné par le colonel commandant la section de recherche de Toulouse, chargé de l'enquête, mais également par le colonel qui commande le groupement de gendarmerie du Tarn, qui avait participé aux premières recherches. Et c'est un travail extraordinaire qui a été mis en place dès le début de l'enquête, d'ailleurs. Et le procureur de la République en fait l'inventaire. C'est assez fou. Et il nous explique en préambule que Jubilard conteste tout ce qu'on lui reproche. Il nous rappelle les faits bruts, il nous explique que le 16 décembre, 4h09, coup de fil à la gendarmerie, 4h50, les gendarmes arrivent, que Cédric Jubilard a passé 180 appels vers le téléphone de Delphine, mais qu'à partir du 16, c'est-à-dire le lendemain de la disparition, il n'a appelé que 2 fois. Et il nous explique aussi que Cédric Jubilard a évolué dans ses déclarations, qu'il y a eu des déclarations contradictoires pendant sa garde à vue, et que manifestement il aurait menti aux enquêteurs. Alors là, on se dit tous les journalistes qui sont là, on est très nombreux, il y a presque une 40aine de journalistes qui sont présents. On se dit ça y est, ils doivent avoir vraiment du lourd pour justifier ces propos-là. Donc le procureur continue à nous expliquer que dans le cadre de cette enquête, la disparition volontaire a été très rapidement exclue du fait de la personnalité de Delphine attachée à ses enfants. Elle ne pouvait pas avoir disparu comme ça simplement par caprice. Bon. Ensuite, il y a le contexte de la séparation qui est détaillé par le procureur de la République, qui explique que en fait, ce n'était pas aussi serein que ce que Cédric Jubilard disait. Il y avait de nombreux accès de colère, peut-être même de violence de Cédric à l'égard de Delphine, et que peut-être que ce soir-là, la colère et la violence auraient dépassé la volonté des gestes peut-être de Cédric Jubilard.
Alors le procureur nous raconte également que, en fait, alors c'est une expression assez particulière, les enquêteurs auraient procédé de manière négative, par élimination si vous voulez. D'abord ils ont contrôlé tout ce qui peut être rôdeurs, suspects traditionnels, c'est-à-dire les gens, les délinquants sexuels qui sont fichés et qui résident aux alentours de Cagnac-les-Mines sont tous contrôlés, on vérifie leur alibi pour le soir de la disparition, on vérifie aussi les alibis de toutes les connaissances de Delphine Jubilard, peut-être de ses anciens amants et même de son amant actuel à l'époque, qui est définitivement mis hors de cause puisqu'il était avec sa compagne à son domicile qui est à Montauban, qui est à plus d'une centaine de kilomètres de là. Mais bon, il n'y a que la compagne pour préciser cela. Mais bon, pour les enquêteurs, c'est suffisant. Donc l'amant est définitivement exclu donc du spectre des suspects. Et puis donc petit à petit, s'il n'y a personne d'autre, ça ne peut être que Cédric. 9h. Suite du journal à 7h05, c'est l'affaire Jubilard. Cédric Jubilard qui dort en prison, mis en examen et écroué hier, 6 mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière du Tarn et maman de leurs 2 enfants. Il conteste son implication dans ce drame, survenu dans un contexte de séparation très conflictuel. Face aux enquêteurs, il a convenu être au courant que sa femme avait un amant. Difficile d'établir le scénario exact du soir de la dispute et de la disparition, mais Patrick Tégéraud, il y a plusieurs faits troublants. Il y a d'abord le podomètre du smartphone de Cédric. Dominique Alzehari est le procureur de la République de Toulouse. Lorsque les gendarmes sont arrivés, il avait fait l'équivalent de 40 pas. Ce qui fait des recherches quand même qui sont sommaires, alors qu'avec les gendarmes, lorsqu'il va tourner sur la propriété et dans le domicile, c'est 380 pas. Plus étrange encore. Lorsque les gendarmes arrivent, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Mme Jubilard. Mais les militaires ne s'intéresseront à cette machine que des semaines plus tard, trop tard. La voiture de Delphine a bougé aussi. Les voisins ont confirmé que lorsqu'elle est arrivée le 15 décembre au soir, elle l'avait garée comme à l'habitude. Lorsque les gendarmes à 4h50 arrivent, la voiture est garée dans l'autre sens. Et puis il y a la dispute confirmée par le petit garçon du couple, à peine 6 ans. Il est formel sur le fait que ses parents se sont violemment disputés ce soir-là. Au même moment, 2 voisines vont entendre en direction du domicile de la famille Jubilard des cris stridents. Cédric Jubilard, lui, reconnaît que ces mots ont été parfois un peu durs, mais il continue de nier qu'une violente dispute l'a opposé à Delphine ce soir-là. On l'entend, il y a une longue liste d'éléments à charge contre Cédric Jubilard, mais il y en a un qui retient votre attention, Patrick, c'est la couette dans la machine à laver. Vous interrogez le procureur de la République à ce sujet. Qu'est-ce que vous lui demandez précisément ? Je demande tout simplement au procureur de la République et aux 2 gendarmes qui sont là, mais alors j'imagine que quand vous avez découvert que la couette était dans la machine à laver, les gendarmes ont éteint la machine, ont récupéré la couette, elle a été saisie, elle a été analysée, qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'on est quand même 6 mois après les faits. Et là, on sent une espèce de flottement. Le procureur de la République passe la parole aux gendarmes. Les gendarmes passent la parole au procureur de la République. Le procureur de la République passe à un autre gendarme. Et puis un gendarme finit par dire, mais vous savez, quand les premiers gendarmes arrivent sur place, ils interviennent dans le cadre d'une disparition qui n'est pas forcément inquiétante. Donc ils n'ont pas ce réflexe-là. En gros, c'est ce qu'ils disent. C'est très alambiqué un peu. Voilà, on sent qu'il y a une gêne. Comme si cet élément-là, les 2 gendarmes n'auraient pas souhaité que le procureur de la République l'évoque. Parce que peut-être qu'ils sentent que ce n'est peut-être pas si solide que ça comme élément à charge contre Cédric Jubilard. Ou qu'ils auraient peut-être mieux fait, en effet, de la saisir directement et de l'analyser tout de suite. Parce que c'est vrai que, souvenez-vous, on est en pleine période MeToo aussi, les violences faites aux femmes, c'est d'actualité. Si on note qu'il est incongru qu'un mari qui a perdu sa femme lave la couette dans laquelle elle dort, il faut immédiatement la saisir. Or, ce qui est paradoxal, et on le saura des mois plus tard, cette couette, elle est photographiée sur le canapé, le lendemain de la disparition de Delphine Jubilard. Elle ne sera retrouvée dans la machine à laver que le surlendemain. Elle sera saisie à cette occasion. Seront saisis également les résidus que l'on trouve dans le siphon de la machine et dans la tuyauterie d'évacuation des eaux. Et on analysera tout ça et on ne trouvera rien. Alors les proches de Cédric ont eux aussi été placés en garde à vue. La mère de Cédric et son compagnon, le beau-père de Cédric, qu'ont-ils raconté aux enquêteurs ?
Les gendarmes ont vérifié leur emploi du temps, ce qu'ils avaient pu faire, s'ils avaient pu être complices de Cédric, parce que c'était la question qui se posait également. Est-ce que Cédric Jubilard a eu des complices? Et quel meilleur complice que des parents? Donc voilà, ils ont essayé de me leur mettre la pression pour essayer d'obtenir quelque chose. Une pression qui est arrivée à son paroxysme quand il y a eu une confrontation en fin de garde à vue entre la mère de Cédric Jubilard et son fils. Et la mère qui lui a demandé, mais si c'est toi qui l'as fait, dis-le, dis-nous où est Delphine, dis-le. Elle l'a supplié en larmes de lui parler. Et Cédric ne s'est pas démonté. Cédric visiblement était ému, ce que me racontait son avocat, mais il a dit, mais maman, si je l'avais fait, je l'aurais dit. Le beau-père, donc le compagnon de la mère de Cédric Jubilard, lui, il est placé en garde à vue parce que il peut être considéré comme un complice potentiel de Cédric. Ils s'entendent très bien. Ils n'ont pas une énorme différence d'âge. Hein. Véritablement, Cédric a trouvé auprès de cet homme-là le père qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais eu. Alors bien sûr, Cédric Jubilard est assisté d'un avocat. Qui est-il ? C'est Jean-Baptiste Allary du barreau d'Albi, qui est assez discret, qui ne veut pas trop médiatiser l'affaire, qui lui n'a, je dirais, qu'une seule parole, c'est de dire ce n'est pas l'affaire Daval. Attention, pas d'amalgame, ne classons pas trop vite cette affaire-là et ne condamnons pas trop vite Cédric Jubilard. Je l'ai croisé à la sortie de la conférence de presse du procureur de la République. Je peux vous dire qu'il était en colère, parce que pour lui, dans cette conférence de presse, eh bien, on avait ouvert le dossier, on avait tout dit aux journalistes. L'avocat de Cédric, maître Jean-Baptiste Allary, s'étonne de la méthode des enquêteurs. Je pensais plutôt que les enquêteurs auraient travaillé de manière positive, c'est-à-dire à la recherche de preuves, et de ces preuves, on construit un raisonnement. Là, on part d'un raisonnement et on essaie de le démonter. C'est lorsqu'on considère qu'il y a un raisonnement et qu'on veut à tout prix que toutes les preuves collent à ce raisonnement, c'est le premier pas vers l'erreur judiciaire. Tout à l'heure, épuisé, Cédric Jubilard a été conduit à la maison d'arrêt de Seyss, dans la banlieue de Toulouse. Maître Jean-Baptiste Allary va aller chercher du renfort auprès de deux confrères, Maître Martin et Maître Franck. Ensemble, ils déposent plusieurs recours pour tenter de faire libérer Cédric Jubilard. Patrick, sur quelle base reposent ces demandes de remise en liberté ? Toujours la même en fait. Il n'y a pas d'élément probant de culpabilité, donc il faut remettre en liberté Cédric Jubilard. Et de la même façon, en face, les juges de la chambre de l'instruction expliquent nous on n'a pas fini de travailler, les magistrats n'ont pas fini de travailler, les enquêteurs n'ont pas fini d'enquêter, il y a encore des expertises en suspens, il y a encore des expertises en cours. C'est ce qu'ils ont opposé à chacune des demandes de mise en liberté. Et il y a suffisamment d'éléments dans son comportement pour justifier les soupçons qui sont portés sur lui. Donc il vaut mieux qu'il reste à l'isolement, parce qu'il n'est pas seulement incarcéré. Puis 13 mois à l'isolement. C'est un régime très dur pour un détenu. Dans toute cette histoire, il y a une autre personne intéressante, c'est l'amant de Delphine. Vous l'avez rencontré, Patrick. Comment ça s'est passé ? Alors, moi j'ai envie de le rencontrer très vite, hein. Dès que je sais qu'il existe, dès que je sais qui il est, dès que je sais où il travaille, je me rends sur son lieu de travail. Mais lui ne souhaite pas discuter avec moi, ne souhaite pas s'exprimer, donc bon, je respecte bien entendu son choix, hein. On n'est pas là pour forcer les gens à parler. On sait seulement que voilà, c'est un garçon qui est très apprécié par le personnel du magasin. C'est un garçon très bien sous tout rapport, hein. Voilà, il n'y a rien à lui reprocher de particulier. Et donc là, bon, ça ne marche pas. Et puis, bon, j'ai réussi à avoir son adresse. Et puis, donc, je décide de me rendre à son adresse comme ça, pour essayer de le rencontrer. J'ai longtemps attendu devant chez lui. Je l'ai croisé. J'ai pu discuter avec lui quelques instants. Et malheureusement, pas pu faire d'interview, car il m'a dit qu'il avait une exclusivité avec un confrère de la presse parisienne et que donc, il était hors de question qu'il puisse me parler. Mais que voilà, il était droit dans ses bottes et que tout allait bien pour lui. Vous l'avez senti embarrassé ? C'est certainement extrêmement inconfortable pour lui, douloureux également, parce qu'il a quand même perdu sa compagne. C'est ça qui est quand même très important. Il a perdu celle qu'il aimait. Donc voilà, il a non seulement cette peine à porter, mais aussi cette peine d'être sollicité par des journalistes, voire même parfois suspecté. 9h.
11 mois après la disparition de Delphine Jubilard, nouvelle recherche pour tenter de retrouver son corps. C'est une ferme près de Cagnac-les-Mines qui est au cœur de cette nouvelle opération. Bonsoir Patrick Hisson. Bonsoir. Des moyens inédits ont été déployés, notamment des militaires du 17e régiment de parachutistes de Montauban. Oui, il s'agit de militaires du FOS, la section des fouilles opérationnelles spécialisées. Ces parachutistes interviennent lors de conflits à la recherche de corps et de charniers. Ce sont eux notamment qui avaient également procédé aux dernières opérations de recherche du corps d'Estelle Mouzin. Depuis ce matin, toute la zone autour de la ferme où Cédric Jubilard aurait dit un codétenu en détention avoir enterré le corps de Delphine, eh bien ce secteur est ratissé, pour l'instant sans résultat. En décembre 2021, des fouilles sont organisées dans une ferme de Cagnac-les-Mines et surtout, la compagne de Cédric, Séverine, est placée en garde à vue pour recel de cadavres. Tout ça après les confidences d'un codétenu de Cédric Jubilard. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il dit, ce codétenu exactement ? Écoutez, il semblerait que le codétenu le plus proche de Cédric Jubilard a expliqué à l'administration pénitentiaire puis aux gendarmes, enquêteurs de la section de recherche, que Cédric Jubilard lui avait dit qu'il avait poignardé Delphine, qu'il avait caché le corps, qu'il l'avait enterré près d'une ferme qui a été incendiée il y a quelques mois avant la disparition de Delphine, qu'il l'a dit à Séverine, qu'il a même montré l'endroit où Delphine était enterrée à Séverine. Et c'est ainsi que Séverine se retrouve en garde à vue pour recel de cadavre. Ça paraît fou. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Je me dis, c'est qui tout double. Soit c'est juste un coup de communication 1 an après la disparition de Delphine Jubilard, soit véritablement les gendarmes ont des billes sérieuses et grâce peut-être aux confidences de Séverine, on va retrouver le corps de Delphine. Les parents de Delphine vont pouvoir faire leur deuil. Cédric va pouvoir être, je dirais, complètement accablé par la disparition de son épouse. Et l'affaire est résolue. Mais Séverine sort sans aucune charge retenue contre elle. Aucune charge n'est retenue contre elle. Elle en ressort libre, bouleversée. Elle doute, comme la dernière fois qu'elle a été confrontée aux gendarmes lors de la garde à vue de Cédric. Là aussi, elle en ressort en doutant, en se disant, mais après tout, peut-être qu'il l'a fait. Peut-être qu'il l'a fait. Voilà. Mais elle n'a aucun élément pour dire c'est lui, pour aller dans le sens de l'accusation. Au mois de mai, Cédric Jubilard a été confronté à ce codétenu. Rien. Il continue de nier. Mais Patrick, j'aimerais qu'on revienne sur l'une des dernières révélations de cette enquête. Le téléphone de Delphine, la nuit de sa disparition. Selon le fabricant du mobile, il se serait déclenché, mais il n'aurait absolument pas pu se déclencher tout seul. Oui, c'est assez troublant, car pendant la nuit de la disparition, le téléphone de Delphine Jubilard s'est déclenché par 6 fois. Sauf que le constructeur est formel, une telle activité ne peut se faire que s'il y a une action humaine. Ça ne peut pas se faire automatiquement. Ça ne peut pas se faire non plus si l'appareil est juste déplacé, enfin vous voyez, comme un appel de poche par exemple. Il faut déverrouiller l'appareil. Et ça, c'est pas à la portée, je dirais, de n'importe qui. Alors donc, il y a 6 déclenchements à minuit 7, minuit 9, 1h03, 1h33 et surtout à 6h52. Pourquoi c'est important 6h52 ? Parce qu'à cette heure-là, et c'est sur procès verbal, eh bien, Cédric Jubilard est avec les gendarmes chez lui pour faire les premières constatations. Vous voyez le trouble que provoque cette expertise. Alors, rien n'est définitif, encore une fois. Les 2 juges d'instruction ont demandé à ce que ces horodatages soient expertisés de façon à ce qu'on puisse bien prouver qu'ils soient fiables. Et si quelque part, ça peut servir à disculper peut-être Cédric Jubilard. Et on sait où est ce téléphone ? Ce téléphone, on sait qu'il a borné une dernière fois à 2 km aux alentours de la maison, mais il a disparu, tout comme le corps de Delphine. On
On peut aussi évoquer le téléphone de Cédric Jubilard, téléphone étrange lui aussi. Il y a un problème de batterie sur ce téléphone. Les experts de la gendarmerie l'ont constaté. Cette batterie n'est plus fiable du tout. Le téléphone s'arrête tout le temps. Tant et si bien que Cédric, cette nuit de la disparition de Delphine, raconte qu'il a pris son téléphone, qu'il jouait avec, et puis la batterie se déchargeant, il l'a mis à charger. Et pour qu'il se charge plus vite, il l'aurait mis en mode avion. Or, il s'avère que d'après les expertises de son téléphone, il n'était pas en mode avion, il était tout simplement, bonnement et simplement, éteint. Ce qui est extraordinaire parce que ce n'est arrivé que 2 fois pendant cette année 2020. Il n'a pas l'habitude de l'éteindre, ce téléphone. Bon, la charge a dû fonctionner quand même puisqu'il a utilisé ce téléphone pour appeler les gendarmes peu après 4 heures du matin. Donc voilà, il y a aussi un mystère du téléphone de Cédric Jubilard. Récemment, on a aussi eu le mystère des lunettes de Delphine Jubilard. Racontez-nous, Patrick. Alors, il s'avère que les gendarmes ont retrouvé la paire de lunettes à proximité du canapé où elle dormait, où elle avait regardé la télévision avec son fils, et la branche de la lunette sur la table de la cuisine, ce qui paraît assez incongru. Donc il a été décidé d'expertiser ces lunettes. Cette expertise a été confiée à rien de moins que, je dirais, la crème de la crème en matière de recherche du moindre détail. C'est la Direction générale de l'armement qui dépend du ministère de la Défense. Ces gens-là donc ont fait des essais avec une paire de lunettes intactes, de la même marque et du même modèle, et ils ont fini par convenir qu'il fallait une forte pression de 16 kilos pour que, en effet, la branche se détache et que le tour du verre se brise. Et donc, ce qui a été immédiatement considéré comme étant peut-être un choc très violent, un coup de poing ou une énorme gifle qui aurait été portée à Delphine Jubilard pour briser ses lunettes. Le souci, c'est que Cédric, depuis le début, explique que ses lunettes sont cassées depuis longtemps. D'autres témoignages le confirment également. Donc voilà, c'est une expertise, un élément de plus qui se veut à charge, mais qui reste toujours très discutable. Il y a plein d'autres détails, Patrick, qui viennent constamment faire rebondir l'enquête depuis 2 ans. On ne va pas tous les citer. Cédric Jubilard, lui, clame son innocence. Vous, qu'est-ce qui vous marque dans cette affaire ? Ce qui me marque véritablement, c'est que malgré tous les efforts des enquêteurs, malgré toute la technologie déployée, on n'a toujours pas retrouvé Delphine. Et là, je me mets à la place de ses proches, je me mets à la place de sa famille. J'imagine comment ces enfants vont se construire avec cette absence et surtout ces questions qui restent encore totalement ouvertes. On ne sait rien de ce qui est arrivé à Delphine. Alors question, est-ce qu'il y aura un procès avec Cédric Jubilard dans le box des accusés selon vous ? Pour l'instant, selon les magistrats, les enquêteurs, il y a suffisamment de charges pour le mettre en examen, il y a suffisamment de charges pour le garder en détention. Donc dans leur esprit, selon leur logique, il y a suffisamment de charges pour qu'on aille jusqu'au procès d'assises. Alors c'est vrai qu'il y a un suspect, mais on n'a toujours pas d'éléments matériels, on n'a toujours pas de preuves. Oui, on a cette espèce de vide vertigineux de cette enquête, qui pourtant a été menée, je dirais pas dans la règle de l'art, mais oui, avec tous les moyens nécessaires, mais on n'a toujours rien. Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime consacré à la disparition de Delphine Jubilard. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.